Service après-vente, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce service après-vente des émissions, le GCN répond du mois de juin. Max n'étant pas là, je me suis dit qu'on allait revenir à ce format qu'on a proposé plusieurs fois et ça va d'ailleurs répondre à la première question qu'on a eue sous les vidéos, puisque c'est le but de ce service après-vente de reprendre vos commentaires pour pouvoir compléter ce qu'on a pu dire pendant le contenu. Et bien tout simplement, on me demande, ou plutôt on demande à Max, Dimitri qui demande à Max quelle est sa prochaine épreuve. Et bien c'est la Race Across France, puisqu'il y est en ce moment même, il doit terminer à l'heure où je vous parle. Et évidemment une vidéo va sortir à ce sujet, donc si vous aimez les aventures de Max en Inside, eh bien abonnez-vous et mettez les petites notifications pour ne pas louper la prochaine. Et on continue, et sous le dernier GCN répond, on a continué à nous poser des questions, et notamment Emmanuel Lochin qui nous demande « Bonjour à tous les deux, tout d'abord félicitations pour vos vidéos, vous savez que si vous voulez être publié, le mieux c'est de nous faire un petit compliment, ça aide à être choisi. » Évidemment, je rigole. Il a une question concernant la taille des pneus. J'ai vu sur un forum que certains utilisent des pneus de 28 mm à l'avant pour la stabilité et de 25 à l'arrière pour le rendement, quand d'autres font l'inverse pour l'aéro à l'avant et le confort à l'arrière. Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'en pense que ça dépend évidemment de votre objectif et aussi de vos roues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix de pneus universel comme toujours, il y a un choix uniquement adapté. Si votre seul objectif, c'est le confort, le grip, la sécurité, eh bien, il ne faut pas hésiter à monter la taille des pneus. Vous savez qu'avec Max, il n'est pas là, mais je parle pour lui. Vous savez qu'on aime les gros pneus, tout simplement. J'ai pu rouler sur les pneus de 32 et j'adore ça. Donc, si vous voulez uniquement du confort et du grip, alors mettez du 28 partout, ce sera plus simple. Si votre vélo arrive avec un 25 à l'avant, par exemple, comme c'est le cas sur les canyons, vous pouvez tout simplement rouler comme ça parce que c'est très bien pendant un temps et le moment venu de le changer, vous passerez sur un 28. Si à l'inverse, vous êtes un compétiteur et que l'aérodynamisme vous intéresse, ou même si vous ne faites pas de compétition mais que vous voulez aller le plus vite possible, alors là, votre pneu, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, devra faire à peu près 95% de la taille de votre jante une fois montée. Par exemple, si comme nous sur les roues Super Team, vous avez des jantes de 30 cm de large extérieur, alors votre pneu, dans l'idéal, une fois monté, devra faire du 28,5. Donc normalement, si vous prenez un Continental par exemple ou un Pirelli en 28, il devrait faire à peu près 28,5 une fois monté. Et donc là, vous aurez le meilleur combo pour l'aérodynamisme qui sera beaucoup plus important que la simple différence de confort entre du 25 et du 28 si vous êtes un compétiteur. J'ai fait le mois dernier une vidéo sur un guide complet du cirage de chaîne et on me demande des petites précisions. Vous avez été nombreux à demander plus ou moins la même chose. Je prends l'exemple de Lionel Pierreton 356 qui dit comment procéder pour resserrer la chaîne, décapage complet avant cirage, nettoyage avec un chiffon, avant cirage, merci. Eh bien en fait, si vous n'avez pas pris la pluie plus que ça, un simple chiffon va suffire. C'est l'idéal de le faire après chaque sortie, ça permet d'enlever les petites poussières superficielles avant qu'elles ne s'incrustent. Par contre, si vous voulez resserrer votre chaîne, alors là, il y a deux solutions. Soit vous allez resserrer à la cire liquide en pot, le Secret Lube par exemple de chez Silka. Alors là, vous passez à un chiffon un peu plus intense et vous regardez votre chaîne. Si elle n'est pas plus sale que ça, vous pouvez remettre la cire dessus, évidemment la veille de votre sortie au minimum pour qu'elle puisse bien sécher. Jamais on ne met de cire juste avant d'aller rouler, elle n'aura pas le temps de s'imprégner de sécher, ça va être une catastrophe. En revanche, si vous voulez la recirer à la cire chaude, donc la replonger dans un bain d'huile, là il faut impérativement une chaîne extrêmement propre comme neuve et encore comme neuve en enlevant bien sûr la graisse de stockage, donc vraiment une chaîne complètement décapée, dégraissée, parce que sinon vous allez non seulement contaminer votre bain de cire que vous ne pouvez pas réutiliser après puisqu'il y aura trop de poussière dedans et ça va complètement nuire à l'efficacité du produit, mais en plus ça va mal se mettre sur la chaîne. Imaginez tout simplement que vous ayez du sable entre la chaîne et la cire ne va pas adhérer à la chaîne mais au sable et donc ça va partir tout de suite et ça n'aura absolument pas l'effet escompté, ça ne pourra pas pénétrer entre les maillons et donc ce sera une catastrophe. Donc 6 cirages à la cire chaude, nettoyage absolument complet et impeccable. Alors sous le show où on présentait le nouveau Campagnolo à 13 vitesses, Marc Offray nous pose des questions sur une boisson de récupération. Donc ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, on vous répond quand ça vous arrange. Eh bien, il nous demande, il me dit, voilà, j'ai de la boisson de récupération Hydrascore, mais elle est dépassée de date, y a-t-il un risque à la consommer ou sera-t-elle simplement moins efficace? Alors déjà, pour ce qui est de l'efficacité, effectivement, c'est un risque qu'elle soit moins efficace, et à ce compte-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la consommer? Parce que si on pense avoir récupéré ou avoir fait ce qu'il faut pour récupérer, en fait non, eh bien, ça peut être pire qu'autre chose. Donc, il y a cette question-là à se poser, mais ça, c'est entre vous et vous. Ensuite, pour ce qui est du risque sanitaire, du risque sur la santé, je vois deux cas de figure. Soit la boisson a été fermée hermétiquement, tout simplement, elle a été stockée, mais pas utilisée. Là, je pense qu'on peut l'utiliser de manière
assez sécure sans prendre trop de risques, si ce n'est, on l'a dit, de l'inefficacité, mais même ça, je pense que c'est plutôt ok, parce que la boisson a été fermée. On est un petit peu vigilant quand même avec les boissons de récupération qui parfois contiennent du lait en poudre ou du lactosérum qui a peut-être un peu plus tendance à tourner. Si c'est une boisson d'effort, que c'est que du sucre et qu'elle a été fermée hermétiquement, honnêtement, il n'y a aucun problème. Si en revanche, c'est une boisson qui a été ouverte, utilisée, puis oubliée ou pas utilisée pendant plusieurs semaines ou mois, alors là, je déconseille de l'utiliser tout simplement parce que de l'humidité sera forcément rentrée dans la boîte à un moment donné, même bien fermée, si l'opercule est enlevé, il y aura forcément à un moment donné de l'air et de l'humidité, et donc ça, c'est ce qui permet aux bactéries de proliférer. Et donc je ne pense pas que ça vaille le coup de prendre le risque. On n'hésite pas également à checker, à vérifier l'aspect, s'il y a des grumeaux ou s'il y a une odeur un peu plus forte, évidemment, on n'en prend pas. Ce serait quand même dommage de penser être efficace pour la récupération et de se retrouver malade aux toilettes. Il y a des boissons de récupération qui sont peu onéreuses et on n'hésite pas à acheter des plus petits formats si on n'a pas le temps de les utiliser avant que ça s'abîme. On n'hésite pas aussi à faire des boissons maison qui peuvent être tout aussi efficaces. Alors assez étonnamment, puisqu'on est au printemps et même au début de l'été, on a eu des questions sous les vidéos sur l'entraînement en intérieur. Donc on a deux questions que je vais regrouper. Oten113 qui dit: que pensez-vous de la pratique du vélo en intérieur, avantages, inconvénients et conseils avisés. Et ensuite Delvins qui nous demande, selon vous, quel est le plus efficace entre le home trainer connecté et le rouleau d'entraînement. Alors si je vais commencer par là, si on parle de la même chose, le rouleau d'entraînement c'est quelque chose que l'on retrouve au départ, notamment des échauffements de VTT, de pistes énormément, de cyclocross. Ça permet d'être sur son vélo, donc vraiment prête à partir et de continuer à tourner les jambes. Alors si vous avez un rouleau normal, c'est-à-dire sans la possibilité de régler la résistance, qui concerne l'immense majorité des rouleaux, alors pour l'entraînement c'est quand même très limité parce qu'on ne va pas pouvoir réellement forcer, on va être uniquement sur de la vélocité très intense. Alors peut-être que sur du VTT avec des gros pneus et tout ça, ça peut forcer un petit peu, mais concrètement, souvent, il est difficile même de faire un échauffement complet là-dessus. Ça peut être bien pour tourner les jambes, pour maintenir en température, mais pour faire du spécifique, c'est très compliqué. Mieux vaut un home trainer, alors connecté ou non, ça, si possible, connecté est pas mal. On en trouve aujourd'hui à partir de 200-250 euros, que l'on va pouvoir utiliser sur des applications telles que Zwift, mais aussi sur l'application en général de la marque de home trainer. Mais dans tous les cas, un home trainer sur lequel on peut régler la résistance, parce que tout simplement un pneu sur un rouleau en métal ou en plastique dur, ça roule très bien, donc il y a peu de résistance et c'est pour ça qu'on peut difficilement forcer. Donc dans tous les cas, il faut un home trainer avec résistance où l'on peut régler cette résistance de façon à pouvoir forcer comme on le souhaite. Et ensuite, les avantages du vélo en intérieur, tout simplement, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de conditions météo, donc ça peut être bien si les conditions sont mauvaises ou si on a peur du trafic ou si le trafic est trop important à l'heure à laquelle on pratique le cyclisme. Les collisions avec les voitures, c'est souvent assez dangereux quand même, et c'est pas toujours évitable parce que c'est pas toujours la faute du cycliste. Donc il y a cet aspect sécurité, il y a aussi l'aspect à n'importe quel moment de la journée, qui est plus valable en hiver qu'en été bien sûr, parce qu'on peut évidemment faire du vélo d'intérieur, y compris la nuit, donc ça peut être bien si on a des horaires décalés par exemple. Et le dernier avantage, si vous avez un entraînement assez précis, vous pouvez le réaliser sans problème, puisque je l'ai dit, il n'y a plus d'obstacles, ni météo, ni environnementaux, donc ça permet d'être extrêmement précis dans son entraînement. Le revers de la médaille, c'est que c'est extrêmement difficile, puisqu'on ne va jamais pouvoir arrêter de pédaler, profiter d'un petit replat, de se mettre en danseuse, etc. Et si on va plus loin, un des défauts, ça peut être l'ennui, notamment si on n'utilise pas de plateforme connectée, tout simplement parce que c'est rébarbatif d'être dans une pièce un peu enfermé et de pédaler sans jamais s'arrêter, sans jamais ressentir de sensation de vitesse ou profiter du paysage, etc. Donc ça, c'est un inconvénient majeur. L'autre inconvénient majeur, c'est le risque de déshydratation. En effet, comme l'air ne vient pas nous refroidir, on va vraiment surchauffer et donc surtranspirer pour évacuer la chaleur, pour se refroidir. C'est en plus pas très efficace. Donc il y a un réel risque de se déshydrater et de développer des carences ou en tout cas des déséquilibres en minéraux. Donc en cas d'entraînement long, donc plus d'une heure sur l'home trainer, il faut vraiment beaucoup boire pendant, mais aussi après, pour récupérer et rétablir la balance des minéraux. Enfin, dernier inconvénient, si on peut réaliser un entraînement très précis, il sera peu spécifique à ce qu'on retrouve sur la route. Il est important de savoir gérer les petits virages, les changements de dénivelé, de goudron et même les obstacles, puisque dans la vraie vie, que ce soit en compétition ou pendant nos sorties d'entraînement, on va rencontrer des obstacles qui peuvent freiner l'avancement. Il est important d'apprendre à y faire face et à les gérer, donc on ne peut pas tout faire sur le home trainer. Il est important de garder, y compris du spécifique, sur la route. Alors un commentaire sous la vidéo des nouveaux compteurs Wahoo dans lequel je présentais également le radar qui va avec, le tout nouveau radar de chez Wahoo que j'utilise depuis d'ailleurs, qui a remplacé mon radar précédent. Igor Sherlock 256 nous demande si le radar fonctionne avec le Wahoo Element Roam.
Version 3, et bien évidemment, il fonctionne avec l'ensemble des compteurs de la gamme Wahoo et d'ailleurs avec toutes les versions, que ce soit les V1, 2 ou 3. Donc pas de souci là-dessous. Combien d'heures d'autonomie? J'avoue que je ne sais pas le nombre d'heures exact puisque je le recharge avant d'arriver en panne. Ce qui est sûr, c'est que un défaut commun à tous les radars que j'ai utilisés, donc j'ai utilisé 3-4 marques différentes et j'ai toujours le sentiment d'être limité par l'autonomie, même si cette autonomie peut être grandement impacté par le mode que vous utilisez, si vous utilisez le mode clignotant ou non, radar ou non, avec alerte ou pas, et l'intensité lumineuse de la journée. On n'hésite pas peut-être à réduire l'intensité. Par exemple, également si on roule en groupe, il y a souvent un mode faible, un mode élevé. Le mode faible, évidemment, préservera la batterie et aussi les yeux de vos collègues cyclistes, par exemple. Donc l'autonomie, à mon sens, est toujours limitée sur les radars et surtout dépend beaucoup de votre utilisation. De toute façon, c'est un élément de sécurité qu'il convient de recharger en amont de la panne de batterie. Après, si vous faites du très long comme Max par exemple, il est toujours tenu d'embarquer soit un moyeu dynamo, soit une batterie externe pour recharger notamment les lumières, mais aussi les téléphones, les compteurs, etc. Ça, c'est si vous faites du très très long, mais si c'est le cas, vous le savez déjà. Et cette lumière, évidemment, on peut la régler à partir de tous les compteurs Wahoo. On peut régler donc là le mode, l'intensité, alerte tout long, tout ce que j'ai dit qui peut avoir un impact sur l'autonomie. En fait, tous les réglages du radar peuvent être faits depuis le radar ou depuis le compteur. Et enfin, les questions étaient précises. Sur le ROM, comme sur les autres compteurs, on peut afficher, à partir des réglages faits via l'application Wahoo, on peut afficher le profil, le pourcentage et la carte en même temps. On peut aussi avoir la page spécifique à la montée, donc avec l'élévation, avec le dénivelé, le profil, les pourcentages, la vitesse ascensionnelle si on veut, bref, n'importe quelles données qui seraient liées à l'ascension. Donc soit avec une page spécifique, soit directement sur la carte. L'été arrive et il est même enfin là, j'ai envie de dire, et du coup, Eric Fru 6001 nous demande, avec l'été qui arrive donc, il faut plutôt partir avec de l'eau à température ambiante ou de l'eau glacée? Ben, je dirais les deux, mon capitaine. Il faut partir, à mon sens, avec de l'eau glacée, ou en tout cas très très froide, qui va se réchauffer finalement assez vite, et par contre, il faut éviter de boire de l'eau glacée ou de l'eau vraiment trop froide au risque d'avoir de gros troubles digestifs. Il faut savoir de toute façon que d'un point de vue physiologique, l'eau glacée ne vous refroidira pas tant que ça. Certes, vous avez une sensation de fraîcheur, mais d'un point de vue purement température corporelle, c'est en fait assez inefficace. Il faudrait manger des granités, c'est-à-dire la glace elle-même, pour vraiment se refroidir à partir de sa boisson à l'intérieur. Après, si vous voulez vous refroidir, vous pouvez toujours vous arroser, mais attention, parce qu'une fois qu'on a commencé à s'arroser, c'est difficile de s'arrêter. Et sinon, tout simplement, on va éviter les heures chaudes et on va boire suffisamment, recharger régulièrement, mais plutôt de l'eau à la température comme elle vient, puisqu'il faudra toujours éviter de boire de l'eau glacée, surtout au cours d'une sortie, quand on commence à être fragile et quand le sang commence à avoir quitté un petit peu les intestins et l'estomac pour aller nourrir les muscles. C'est vraiment là qu'il faut être très vigilant. Encore une question sur le home trainer de Juju LQ7PP, toujours des pseudos qu'on adore. Mais une question intéressante finalement. Salut, les vidéos sont super continuées. Ça faisait longtemps quand même que j'ai pas mis le petit commentaire qui va bien. Et j'ai une question concernant l'entraînement sur home trainer. Peut-on faire de l'endurance en zone 2 sur home trainer? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, j'ai envie de dire que tout est possible sur le home trainer. C'est un gros avantage de l'home trainer. En revanche, l'endurance Z2 évidemment est possible. Le seul petit bémol que je mettrais, d'une part, c'est que ça peut être ennuyeux parce que c'est quand même pas l'entraînement le plus excitant, le plus amusant à faire, même s'il est très important et qu'il est une grande part dans mon entraînement, par exemple. C'est quand même pas le plus fun à faire. Donc, si on rajoute le côté ennuyeux du home trainer et une séance pas très marrante, ça peut être assez long. Donc, peut-être que dehors, c'est plus intéressant pour tout simplement s'occuper un petit peu. Et enfin, la zone 2, ça demande des temps d'effort assez longs pour être vraiment efficace. C'est le gros défaut de la zone 2, c'est que c'est quand même chronophage et c'est pour ça que les pros peuvent se le permettre, mais que tout le monde ne peut pas parce que si on a que 5 heures dans la semaine à faire de vélo, mieux vaut les passer à autre chose qu'à ça. Et donc, sur le home trainer, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mieux vaut éviter les sessions trop longues pour éviter la déshydratation et donc ça peut être contre-productif ou difficile de caser suffisamment de zone 2 en faisant que du home trainer. Donc oui, c'est possible. Mais c'est pas forcément l'idéal, en tout cas, c'est pas l'entraînement qui correspond le mieux au home trainer. Si tu n'as pas le choix, fais-le sur home trainer, c'est mieux que rien. Mais si tu as la possibilité d'aller dehors, va dehors pour la zone 2 et reviens sur ton home trainer pour d'autres entraînements plus difficiles à réaliser sur route ouverte. Alors le mois dernier, j'ai eu le plaisir de faire 2 vidéos, une sur la hauteur de selle et une sur le recul de selle. Et elles ont eu un excellent accueil grâce à vous et je vous en remercie chaleureusement. Je suis ravi que ça ait pu aider un grand nombre d'entre vous. Et évidemment, ça a quand même soulevé quelques questions et notamment une question qui revient souvent. C'est une fois qu'on a réglé la hauteur, une fois qu'on a réglé le recul, qu'en est-il de l'inclinaison de la selle? Eh bien, l'inclinaison de la selle ne nécessite peut-être pas une vidéo à part entière, mais elle nécessite bel et bien que l'on s'y attarde.
Alors, qu'est-ce qui va dicter l'inclinaison de la selle? Déjà, l'inclinaison de la selle, c'est évidemment, si ça c'est ma selle, est-ce qu'elle penche vers l'avant ou est-ce qu'elle remonte un petit peu? On va parler du bec de selle. Est-ce que le bec penche ou est-ce que le bec remonte, puisque c'est plutôt là qu'on va être assis? Certes, il faut s'asseoir sur l'arrière de la selle, mettre ses ischions là où la selle est la plus large, mais quand on parle de l'inclinaison, c'est bien l'inclinaison du bec de selle. Alors, dans tous les cas, moi je commencerai à l'horizontale, puisqu'il n'y a pas forcément de raison. Normalement, la selle est faite pour être utilisée comme ça, donc il n'y a pas de raison de départ d'incliner la selle ou de la remonter. Ensuite, jamais je ne la remonterai, à moins qu'un professionnel vous donne ce conseil-là. Je vois très peu de raisons de venir remonter la selle. Je ne vois pas comment ça pourrait améliorer le pédalage et ne pas gêner le pédalage, ne pas créer de douleur surtout. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi on ferait ça. Ensuite, pour ce qui est de l'incliner donc vers le bas, le bec de selle vers le bas, là, ça peut être utile. Sinon, ce n'est pas l'inclinaison de 3 degrés ou de 4 degrés qui va faire que l'on tombe sur l'avant. Ça viendra plutôt soit de la hauteur, soit du poste de pilotage, mais ça ne viendra pas de l'inclinaison de la selle. Et donc, une inclinaison de 3 à 5 degrés. Pour ça, vous pouvez utiliser soit un niveau qui est digital, soit les applications sur le téléphone pour en faire la comparaison entre les deux. Elles sont très fiables. Donc, on va poser l'arrière du téléphone sur le bec de la selle et on va regarder le chiffre. Et donc, on peut aller à de moins 3 à moins 5 grands max. Et ça peut soulager la pression au niveau du périnée. Et ce que ça va faire, c'est apporter un petit peu de stabilité du bassin et aussi limiter les points de compression. Donc si vous avez des douleurs type un petit peu bleu, compression, appui prolongé, ou si vous avez le sentiment que votre bassin bouge beaucoup, vous pouvez essayer d'incliner vers le bas votre selle de 3 degrés. Et vous verrez si ça vous soulage ou pas. Si ça vous soulage pas, vous pouvez revenir à l'horizontale. Et si vous n'avez pas de problème de stabilité ou de douleur liée à l'appui vraiment, pas au frottement de la peau, mais vraiment à l'appui, alors restez avec votre selle à l'horizontale, c'est que ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est tout pour ce service après-vente du mois de juin. Dans le prochain épisode, Max sera de retour et on pourra répondre ensemble à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires de cette vidéo, de toutes les vidéos qui vont venir ce mois-ci. Également à surveiller le post qui dit GCN répond du mois de juillet. C'est là que l'on puise la plupart de nos inspirations, des questions auxquelles on va répondre. N'hésitez pas surtout à poser vos questions parce que si vous la posez, il est fort probable que quelqu'un d'autre dans nos abonnés se la pose et donc la réponse sera utile et ce sera grâce à vous si on la donne. Donc surtout, faites-le, mettez-les dans les commentaires. Et moi je vous dis d'ici là, roulez bien, essayez tout ce qu'on a dit et surtout, à la prochaine. Ciao, ciao.